Avant de devenir une figure mythique de la France, Charles de Gaulle n'était qu'un nom parmi d'autres dans les rangs de l'armée. Né le 22 novembre 1890 à Lille, dans une famille catholique et patriote, il grandit avec une idée fixe, la grandeur de la France. Très jeune, il se passionne pour l'histoire militaire, lit Clausewitz, admire Napoléon et rêve de commandement. Son style est déjà tranché, austère, analytique, profondément habité par une vision du destin national. En 1912, il sort de Saint-Cyr et rejoint les chasseurs à pied. 2 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. De Gaulle est blessé à plusieurs reprises, capturé à Verdun, puis fait prisonnier en Allemagne. Il tente de s'évader 5 fois, sans succès. L'expérience le marque profondément. Il observe, il analyse. Il comprend que les guerres modernes ne peuvent plus être gagnées par les recettes du passé. Dans l'entre-deux-guerres, il écrit, il pense, il dérange. Ses ouvrages comme Vers l'armée de métier prônent une armée mobile, mécanisée, pensée pour les guerres à venir. Mais l'establishment militaire français, conservateur et figé, l'ignore. Lui voit clair, la guerre de demain ne sera pas celle des tranchées, mais celle de la vitesse et de la technologie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, De Gaulle est colonel. Il commande avec brio une division blindée et montre ses talents tactiques. Mais plus encore, il devient une voix différente, lucide, qui refuse la résignation. À l'heure où la France s'effondre sous les coups de la Wehrmacht, un homme se lève, porté par une conviction intime, la France ne doit jamais mourir à genoux. Ce jeune officier marginal est prêt à entrer dans l'histoire par une porte étroite, celle de la résistance. Le 17 juin 1940, la voix du maréchal Pétain résonne à la radio, il faut cesser le combat. La France, écrasée par la puissance allemande, s'apprête à capituler. Pour la majorité des Français, c'est la fin. Mais pour Charles de Gaulle, c'est le commencement. Réfugié à Londres après avoir refusé la défaite, le général fraîchement promu prend une décision folle, risquée, solitaire, parler à la France. Sans mandat officiel, sans armée, sans parti, il décide de s'adresser directement aux Français depuis un studio de la BBC. Le 18 juin 1940 à 20h, sa voix grave et ferme franchit la Manche. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Peu de gens entendent ce message ce soir-là. Mais ce discours, inconnu à l'instant même de sa diffusion, deviendra le symbole fondateur de la France libre. Un acte de foi en l'avenir, un refus du renoncement, une déclaration de guerre au fatalisme. À cet instant, De Gaulle devient l'incarnation d'une France qui dit non. Il prend le maquis médiatique, politique, moral. Il s'oppose à Pétain, au gouvernement légal de Vichy, à l'ordre établi. Pour lui, être fidèle à la France, ce n'est pas obéir à ses chefs déchus, c'est préserver son honneur. Dans la solitude glacée de son petit bureau londonien, entouré de quelques compagnons et d'un drapeau tricolore, il forge ce qui deviendra le socle moral de la résistance. Un appel à ne pas céder. À continuer le combat, ailleurs, autrement, mais toujours debout. À partir de ce moment, le combat de Gaulle n'est plus celui d'un militaire, mais celui d'un visionnaire. Il ne sauve pas seulement une nation, il sauve une idée de la France, libre, fière, debout. Après l'appel du 18 juin, Charles de Gaulle n'est pas un héros. Il est un rebelle sans légitimité, un militaire en rupture, un homme seul contre un monde en ruine. Peu de Français le suivent. Pire, les Alliés eux-mêmes doutent. Churchill le soutient du bout des lèvres. Roosevelt le méprise. Staline l'ignore. Le gouvernement de Vichy le condamne à mort par contumace. Mais De Gaulle tient. Il s'accroche. Il construit pierre après pierre ce qu'il appelle la France libre, avec des moyens dérisoires et des hommes de conviction. Il réunit autour de lui des résistants venus de tous horizons, militaires, marins, civils, exilés, femmes et hommes prêts à tout pour ne pas plier. Ensemble, ils deviennent les Forces françaises libres, FFL. Mais rien n'est facile. À Londres, les tensions avec Churchill sont fréquentes. De Gaulle est fier, indépendant, parfois arrogant. Il refuse d'être un pion dans le jeu des puissances alliées.
il exige d'être traité comme le représentant légitime de la France. Cela agace, cela isole. Mais cela impressionne aussi. Sur le terrain, la résistance intérieure s'organise dans l'ombre, réseau de renseignement, sabotage, presse clandestine. Les épreuves sont multiples, arrestations, trahisons, tortures. De Gaulle tente de fédérer cette résistance éclatée depuis Londres, avec comme interlocuteur principal, Jean Moulin. Une figure unificatrice envoyée en mission pour rallier les mouvements sous une seule bannière. Pendant ce temps, les troupes de la France libre combattent sur tous les fronts, en Afrique, au Moyen-Orient, en Italie. Peu nombreuses, souvent mal équipées, elles se battent avec un courage farouche pour montrer que la France n'a pas totalement disparu. Ces années sont faites de combats, de frustrations, d'actes de foi. Mais peu à peu, l'image du général change. Il n'est plus un illuminé. Il devient une voix. Puis un symbole. Puis une alternative. La résistance prend corps. La France libre devient la France combattante. Et De Gaulle, dans l'adversité, écrit sa légende. Août 1944. Après des années d'exil, de lutte et de solitude, Charles de Gaulle foule à nouveau le sol français. Paris est en train d'être libéré. La capitale vibre, explose de joie, danse dans les rues. Les cloches sonnent, les drapeaux sortent des balcons, les larmes roulent sur les visages. C'est la renaissance d'un peuple. Et au cœur de cette euphorie, un homme s'avance, droit, imposant, presque solennel. Le 26 août 1944, il descend l'avenue des Champs-Élysées, entouré de la foule. Pas un mot, juste la marche lente du général, comme une incarnation de la France retrouvée. Ce jour-là, De Gaulle n'est pas seulement un chef militaire. Il devient le symbole vivant de la dignité nationale restaurée. Mais cette victoire n'est pas sans défi. Car si la France a été libérée, elle n'a pas été reconnue comme puissance victorieuse par tous. Les Alliés, notamment les Américains, auraient préféré instaurer une administration militaire provisoire. De Gaulle s'y oppose farouchement. Pour lui, la France ne doit être ni occupée, ni administrée, ni réduite à un protectorat. Elle doit se gouverner elle-même. Il impose un gouvernement provisoire de la République française, GPRF, reconstruit les institutions, relance l'économie, rétablit l'autorité de l'État. Il veut éviter le chaos, les règlements de compte, les divisions. Il incarne l'ordre dans la tempête, la continuité dans la rupture. Mais très vite, les tensions politiques ressurgissent. De Gaulle ne supporte ni les partis, ni les compromis parlementaires. Il veut gouverner selon sa vision, verticale, autoritaire, au nom de l'intérêt supérieur. La 4e République, qu'on commence à esquisser, ne lui convient pas. En janvier 1946, moins de 2 ans après son retour glorieux, il claque la porte du pouvoir. Il démissionne. De son propre chef. Sans renverser de table. Parce qu'il refuse d'être une figure décorative. La France entre alors dans une nouvelle ère. Mais le général, lui, s'éloigne. Pour un temps seulement? Ce geste sidère le pays. Mais lui en est convaincu, il refuse d'être prisonnier du jeu parlementaire, d'un système qu'il juge inefficace, instable, incapable de garantir la grandeur de la France. Alors il se retire. À Colombey-les-Deux-Églises, dans sa maison de la Boisserie, il devient un homme de silence, un veilleur de la République. Il lit, écrit, médite. Son regard se porte loin au-delà du quotidien. Il n'a pas renoncé, il attend son heure. Pendant plus d'une décennie, la 4e République tâtonne. Elle enchaîne les gouvernements, les crises, les compromis sans vision. La guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie, secoue la société française. Les institutions s'effondrent sous les secousses du monde moderne. Et dans cette instabilité, une voix ressurgit, distante mais toujours présente. De Gaulle publie ses mémoires de guerre, qui deviennent des best-sellers. Plus que de simples récits, ce sont des manifestes, un appel à une France forte, indépendante, structurée autour d'un pouvoir exécutif stable. Puis arrive mai 1958.
l'Algérie est au bord de l'explosion. L'armée menace de prendre le pouvoir. L'État vacille. Et dans cette nuit politique, les regards se tournent à nouveau vers l'homme de 68 ans que l'on croyait retiré à jamais. De Gaulle revient sur le devant de la scène. Le 1er juin 1958, il est investi président du Conseil. Mais il pose ses conditions, une nouvelle constitution, taillée pour un régime présidentiel fort, capable de restaurer l'ordre tout en garantissant les libertés. Le 28 septembre 1958, la constitution de la VE République est adoptée par référendum. 1958, le pays est au bord du gouffre. La guerre d'Algérie divise, les institutions vacillent, les coups d'État militaires menacent. Alors, le 1er juin, le général revient. Solennel. Froid. Déterminé. Il accepte le pouvoir mais impose ses règles. Plus qu'un chef de gouvernement, Charles de Gaulle devient le fondateur d'un nouvel ordre républicain. La 4e République, minée par l'instabilité, doit laisser place à une nouvelle architecture institutionnelle. Pour cela, il lui faut une constitution claire, solide, adaptée aux défis du XXe siècle. Le 28 septembre 1958, par référendum, les Français approuvent massivement la constitution de la VE République. Elle donne au président un rôle central, un pouvoir exécutif fort, un arbitrage au-dessus des partis. C'est la vision gaullienne du pouvoir, un chef qui incarne la nation et prend ses responsabilités. De Gaulle est élu président de la République en 1959. Il entre à l'Élysée non comme un politicien, mais comme un père fondateur. Durant 10 années, il façonne la France à son image, indépendante, souveraine, debout. Il retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Il développe l'arme nucléaire. Il affirme la grandeur de la France sur la scène internationale, du Québec à Phnom Penh. Il refuse l'entrée du Royaume-Uni dans la CE. Il reconnaît la Chine communiste. Il dit non à l'hégémonie, qu'elle soit américaine ou soviétique. Sur le plan intérieur, il affronte la guerre d'Algérie avec courage. Il organise le référendum d'autodétermination, met fin à 8 ans de guerre et reconnaît l'indépendance algérienne. Ce choix, pourtant juste, lui attire la haine des ultras, les attentats de l'OAS et plusieurs tentatives d'assassinat. Mais jusqu'au bout, il reste fidèle à sa ligne, l'intérêt supérieur de la nation. En 1969, après un référendum perdu, il démissionne. Une dernière fois. Par fidélité à ses principes, je ne me maintiendrai pas au pouvoir si je ne garde pas la confiance du peuple. Il se retire à Colombey. Déjà, la légende est en marche. Charles de Gaulle n'a pas seulement traversé l'histoire. Il l'a façonnée. En temps de guerre, il fut la voix du refus. En temps de paix, il fut l'architecte d'un nouvel ordre. Visionnaire, solitaire, parfois contesté, il a toujours mis la France au-dessus de tout y compris de lui-même. Son héritage dépasse les institutions qu'il a bâties. Il incarne une certaine idée de la France, libre, indépendante, fière, maîtresse de son destin. Une France qui ne se plie ni aux défaites, ni aux dictats, ni aux modes. Une France qui avance, avec le vent contraire s'il le faut. Il aurait pu être roi dans un autre temps. Il choisit d'être serviteur d'une république renouvelée. Et lorsqu'il sentit que le peuple ne le suivait plus, il partit, sans bruit, sans revanche, fidèle à sa promesse, « Je me retire, car je ne suis plus utile. » Mais la figure du général, elle, ne nous a jamais quittés. Son nom est gravé dans les discours, les places publiques, les mémoires collectives. Sa stature plane encore sur chaque débat sur l'identité française, sur la souveraineté, sur le rôle de l'État. Il est devenu un mythe. Et comme tous les mythes, il est à la fois réel et irréductible. Alors que reste-t-il de lui, aujourd'hui? Peut-être un cap dans la tempête. Peut-être une voix dans le tumulte. Peut-être tout simplement un rappel. Qu'il est possible, même seul, de dire non, de tenir bon, et d'écrire l'histoire avec courage et honneur.